Bonjour à tous. Pour le deuxième épisode de Qu'as-tu vu visite virtuelle, j'ai emprunté le chapeau des deux détectives les plus maladroits de la bande dessinée. Vous l'aurez compris, nous allons en Belgique et plus précisément à Bruxelles, en compagnie de Mélissa du blog Mel Loves Travels, qui nous fait le plaisir de nous faire découvrir les secrets de la capitale belge. Alors sans plus attendre, visite virtuelle depuis chez vous avec Mélissa, direction Bruxelles. Générique. Bonjour à tous, je suis Mélissa de mellovestravels.com et bienvenue à Bruxelles. Pendant l'heure qui va suivre, je vais vous emmener faire une petite balade puisque en même temps je suis guide, donc je propose des visites guidées via Airbnb Experiences et on ne va pas attendre plus longtemps, on va commencer parce qu'on a juste 1 heure devant nous et il y a beaucoup à voir. Alors on va retourner la caméra et on commence. On commence tout de suite par le gros morceau du patrimoine bruxellois, la Grand Place. Alors, Jean Cocteau disait de la Grand Place de Bruxelles que c'était le plus beau théâtre du monde. Nous, les Bruxellois, nous sommes un peu plus modestes. On dit que c'est la plus belle place d'Europe. Et comme vous voyez, elle brille de mille feux. Parce que toutes ces maisons qui sont en majorité des anciennes maisons de corporation, elles sont vraiment pleines de dorures et elles ont été rénovées assez récemment. Et comme vous la voyez, en cet état, en fait, la Grand Place, elle date en grande majorité de la fin du XVIIe siècle. Parce que en 1695, donc pendant la guerre de 9 ans, l'armée de Louis XIV envahit ce qui est à présent la Belgique, bombardant pas mal de villes au passage. Et Bruxelles sera une des victimes donc des bombardements français par l'armée dirigée par le maréchal Villeroy. Il n'y aura qu'un seul survivant de ce bombardement, l'hôtel de ville, qui est de style gothique, vraiment typique de nos régions, donc gothique brabançon. Le seul bâtiment qui n'est pas aussi ancien, c'est celui-ci, la Maison du Roi, donc qui fait face directement à l'hôtel de ville et qui lui est néo-gothique. C'est un bâtiment qui date du 19e siècle et qui est construit sur les anciennes halles au pin. Pour le reste, la plupart de ces maisons, ce sont des maisons de corporation. Elles ont été reconstruites très très vite après le bombardement. Donc ça a pris 2, 3, 4 ans pour la plupart. Donc les Bruxellois sont assez résilients. Et par exemple, il y avait ici la corporation des peintres. Ici sur cet ensemble, en fait, ce sont des maisons individuelles. La maison des ducs de Brabant, en fait, ce sont des maisons individuelles. Donc il y a la maison des meuniers, par exemple. Ici, nous avons la maison des brasseurs, qui auparavant était au tout début la maison des tanneurs. Enfin, chaque corporation avait sa propre maison et tous ont voulu surpasser les autres en magnificence. Et on a eu plusieurs personnes célèbres qui sont venues habiter qui ont fréquenté la Grand Place. Alors notamment, on va aller vers cette maison, donc qui est la maison des pigeons, puisque en 1830, la Belgique, donc, à sa révolution, déclare son indépendance des Pays-Bas. Elle devient un pays neutre, un peu comme la Suisse. Et on a pas mal d'exilés qui viennent de gré ou de force. Parmi eux, un certain Victor Hugo, qui vient habiter ici, dans la maison des pigeons. Et c'est ici qu'il écrira son pamphlet contre Napoléon III, qu'il fuyait tout justement. Et quand il était en Belgique, il a profité pour faire de grandes promenades, notamment sur le site de Waterloo. Et c'est pour ça que son fameux chapitre sur la guerre de Waterloo dans Les Misérables est si bien documenté, vu qu'il a pu se rendre sur place et puis rencontrer des personnes qui ont pu être directement témoins de cette guerre. Il devait en rester encore
L'autre maison qui est assez intéressante, avec un fameux personnage historique, c'est celle-ci. C'est la Maison des Cygnes. La Maison des Cygnes, ça était pendant très longtemps, ça l'est toujours d'ailleurs, un cabaret, un estaminet, et qui était fréquenté par Karl Marx. Il faut savoir que Karl Marx a habité pendant 3 ans à Bruxelles, et il fréquentait cette maison, enfin ce bistrot, et il est venu fêter le Nouvel An. Et c'est également ici qu'a été fondé le Parti ouvrier belge, qui est l'ancêtre du Parti socialiste. On va jeter un dernier coup d'œil sur la Grande Place et passer par ici. Alors, ce personnage est assez important. Si vous venez à Bruxelles, vous ne pouvez pas le manquer. C'est Everard Serclaes. C'était un échevin du temps des ducs de Brabant. Et ici, c'est une statue en bronze qui le représente en train d'agoniser, puisqu'il était en conflit avec un personnage assez important, le sire de Gasbeek, qui était un châtelain très riche et avec lequel il était en conflit, notamment pour une question de territoire, ainsi que les faveurs de la duchesse de Brabant, Jeanne. Et alors qu'il était du côté des terres qui jouxtent celles de Gasbeek, il s'est fait agresser par 2 hommes qui sont mandatés par le sire de Gasbeek, et il est laissé à moitié mort avec la langue coupée. On le retrouve, on le ramène à Bruxelles. La duchesse Jeanne a le temps de venir jusqu'à son chevet, mais il meurt peu après. Donc là, il est représenté laissé mourant sur ce fameux chemin avec son chien. Et suite à tout cela, les Bruxellois vont se rebeller et vont mener une espèce de mini-guerre vers les terres du château de Gasbeek. Et ils vont partir en guerre avec de la nourriture et notamment des cages remplies de poulets. Donc c'est ce qui donne le surnom des Bruxellois, Kiekenfretter. Et alors cette statue, en fait, vous pouvez là je vais pas le faire parce que Covid oblige, mais si vous voulez avoir de la chance, vous passez la main sur son bras, sur le museau du chien, et normalement vous aurez un petit coup de chance, ça porte bonheur. Moi, mon école supérieure de journalisme, elle était au bout de la rue, et à chaque fois que j'avais un examen, j'y passais, et je ne manquais jamais de faire une caresse au bras de Serclaes et sur le nez de son chien, et j'ai réussi mes examens. Donc j'imagine que ça marche. Alors normalement, hors Covid, cette rue est remplie de touristes. Et vous allez voir pourquoi, parce qu'on va rendre visite à un autre personnage important de Bruxelles. Ici, petit détail amusant. L'Amigo, ici, c'est un hôtel de luxe qui jouxte le commissariat. Mais à savoir que l'Amigo, en fait, ça désignait une prison. Donc pendant plusieurs siècles, Bruxelles faisait partie des Pays-Bas espagnols. Donc on avait des garnisons de soldats espagnols qui étaient ici. Et la rue, cette petite rue ici, qui s'appelle maintenant rue de l'Amigo, en néerlandais, c'était Vrund. Et Vrund, en patois flamand de Bruxelles, ça voulait dire la prison. Sauf que les Espagnols ont confondu Vrund et Vriend, qui veut dire ami. Et donc, la légende dit qu'ils auraient mal traduit le nom de cette rue. Et que voilà pourquoi on appelle ceci l'Amigo. D'ailleurs, les cachots de la police bruxelloise sont toujours là. En fait, elles sont là-bas derrière. Elles jouxtent l'hôtel, en fait.
Alors, je ne sais pas si vous le voyez par là-bas, mais on a une des fresques du parcours BD, puisque en ville, vous allez voir si vous venez visiter que nous avons tout un parcours qui est dédié aux personnages de bande dessinée. On a fait de grandes fresques murales. Et évidemment, comme celle-ci, c'est par terre, est super fréquentée par les touristes. Eh bien, on a mis le plus célèbre des personnages de BD, Tintin. Et donc ici, ce n'est pas vraiment une fresque originale, hein. Certains auteurs dessinateurs de bande dessinée ont fait des dessins originaux, mais ici, ça ne l'est pas. C'est une reproduction d'un épisode de l'affaire Tournesol. Donc on voit Tintin, Milou, Capitaine Haddock. Alors comme vous voyez, donc ici nous sommes, on va dire, en semi-confinement, avec seulement les commerces dits essentiels qui sont ouverts. Et évidemment nous sommes en Belgique. Et qu'est-ce que essentiel en Belgique? C'est le chocolat. Alors du coup les chocolateries sont ouvertes. Les gaufreries aussi. Alors ici il y en a pas mal des gaufreries. Et donc du coup même avec mon masque, je sens l'odeur de la gaufre. Super bon. Alors attention où vous les choisissez parce qu'elles sont pas toutes bonnes. Mais je vous recommande ici le funambule. Ici au funambule, elles sont très très bonnes. Alors nous voilà. On arrive devant le citoyen le plus connu de tout Bruxelles, Manneken Pis, et on a de la chance. Il est habillé. Et il est habillé, aujourd'hui nous sommes le 12. Donc Save the Children, Stop Pneumonia. Donc c'est dans le cadre de la journée mondiale de la pneumonie. Alors, il faut dire que ce petit garçon a une garde-robe immense. Depuis le XVIe siècle, il est rapporté qu'on a habillé Manneken Pis, mais son costume le plus ancien, eh bien, il lui vient du roi de France Louis XV. En fait, il y avait l'armée française qui était stationnée ici, et des soldats de Louis XV ont essayé de le voler, ce qui a vraiment fâché la population bruxelloise. Et pour essayer de se rattraper, donc le roi Louis XV a offert à Manneken Pis un costume bleu de gentilhomme brodé d'or avec une petite épée et en même temps lui a attribué l'ordre de la Croix de Saint-Louis. Et ce costume, il est toujours là, il se trouve dans la garde-robe de Manneken Pis qui est par ici. Et ce petit garçon, il a 1000 costumes, plus de 1000 costumes, tout de même. Alors les légendes sont nombreuses à son sujet. Une des légendes, ce serait que ce soit un petit garçon qui est très souvent fait pipi devant la porte d'une sorcière qui habitait ici et qu'elle l'aurait transformé en statue. Sauf qu'un saint homme passe par là et voyant le pauvre gamin statifié, décide de briser l'enchantement et de substituer une vraie statue à sa place. Ce serait aussi une des autres légendes, serait que ce soit un petit garçon qui est sauvé de Bruxelles en urinant sur la mèche d'une bombe. Donc sauvant ainsi une partie de la ville de la destruction. Mais il est toujours là, c'est le symbole bruxellois un peu rigolo et irrévérencieux qui nous caractérise. Alors ici, tout doucement, on s'achemine vers, on va dire, le quartier gay de Bruxelles, quartier Saint-Jacques.
qui est le quartier gay parce qu'il y a une grande concentration de bars. Et on a également un monument qui est dédié aux grandes figures des mouvements LGBTQI. C'est super vivant, le quartier Saint-Jacques. Traverser la route prudemment. Et comme vous voyez, Mannequin Peace fait un peu dans le BDSM gay. Non, pas prude du tout, quoi. Tout doucement, nous arrivons à la rue du marché au charbon. Alors cette rue, elle s'appelle marché au charbon parce que c'était là qu'étaient localisés les marchands de charbon de bois. C'est une petite rue qui a énormément de charme. Je trouve que c'est un endroit que j'apprécie beaucoup à Bruxelles. Et qui, normalement, en temps normal, est pleine de gens, puisqu'il y a des bars, des restaurants. C'est vraiment un endroit qui, normalement, est plein de vie. Donc ça fait un peu bizarre de la voir comme ça. Mais en même temps, ça me permet un peu de pouvoir détecter ces différents charmes un peu mieux. Notamment cette très belle église. L'église Notre-Dame. Qui est en fait un point de départ du chemin de Saint-Jean-de-Compostelle. Ah bah tiens, justement, on voit un petit peu l'intérieur. Ça, c'est sympa. On va juste s'avancer un petit peu comme ça. Vous voyez, c'est une belle église qui est vraiment super baroque. Très très belle, très ornée. Et elle est faite sur un modèle d'église italienne en fait. C'est pas une église, c'est pas les types d'églises que l'on retrouve d'habitude à Bruxelles. Et donc vous voyez ici, pour bien l'indiquer, que c'est un point du chemin de Saint-Jean-de-Compostelle, on a mis la coquille Saint-Jacques. Et dans le quartier, si vous regardez bien, eh bien on trouve des petites coquilles en bronze pour signifier que l'église c'est par là et pour continuer à suivre le chemin sans se perdre. Donc, tout doucement, on va se diriger vers les grands boulevards. Ici, on a un vestige d'une ancienne chapelle. On l'a retrouvée, ça a été restauré il n'y a pas très longtemps, cette fresque qui a réussi à survivre. Et en quelques mètres, on va sauter plusieurs siècles. Puisqu'ici on quitte, on va dire, le coin un peu plus médiéval de Bruxelles pour se retrouver au 19e siècle. En quelques petits mètres. C'est une des choses qui frappe le plus les gens qui visitent la ville. En fait, c'est que elle n'est pas très harmonieuse en fait. Ce n'est pas une ville où il y a d'énormes étendues avec un style architectural bien défini. On peut passer d'un type d'architecture et d'une ambiance à une autre. C'est comme si on avait plusieurs mini-villes en une. Alors, ici, nous voilà sur le boulevard Anspach, qui a été un des grands travaux qui a complètement changé la face de la ville de Bruxelles. Alors il faut savoir que jusqu'à 1865,
Eh bien, Bruxelles était une ville très médiévale. Quand on voit de très très vieilles photos, Bruxelles ressemble très fort à Bruges parce que coulait ici une rivière qui s'appelle la Seine, S-E-2-N-E, bon, qui était pas bien grande, pas bien large, mais qui avait l'avantage d'être un sous-affluent de l'Escaut, donc on pouvait transporter les marchandises, etc. On pouvait aussi la naviguer pour rejoindre le canal Bruxelles-Anvers, c'était donc important, mais avec la modernisation des canaux et puis des bateaux, elle devient inutilisable pour le transport et finalement elle devient une espèce d'égout à ciel ouvert, provoquant pas mal de désagréments et puis aussi des épidémies comme des épidémies de choléra. Et en 1865, Bruxelles est une jeune capitale, la Belgique étant devenue indépendante en 1830 et soutenue par Jules Anspach, qui est le bourgmestre, donc, et qui laissera une empreinte sur Bruxelles assez importante, décide de soutenir un plan pour voûter la Seine. Donc la faire passer en sous-sol. Et en même temps, comme c'est très inspiré aussi par ce qu'a fait Haussmann, il pense aussi, il a plus ou moins les mêmes motivations. C'est à la fois un travail, on va dire, d'hygiène publique, mais en même temps, comme cette partie de la ville de Bruxelles était très populaire, plutôt pauvre, il veut faire de la gentrification du centre de Bruxelles pour en faire une capitale moderne. Deux coups en un. Et donc, voilà, notre ami Gilles Anspach qui décide de faire ses plans où on a toute une partie de Bruxelles du nord jusqu'au sud qui sera rasée. Là, avec une rivière que l'on va enterrer, qui était sous nos pieds d'ailleurs. Maintenant, à la place de la rivière, parce qu'après avoir été voûtée beaucoup plus tard, on va carrément la dévier. Mais à la place de la rivière, maintenant, c'est le tram souterrain qui passe ici en dessous. Et donc, on a construit ce grand boulevard qui traverse le centre de Bruxelles du nord au sud en forme de Y, avec la place de Broucker tout là-bas dans le fond, je ne sais pas si vous la voyez, et qui sert du début du Y avant que deux boulevards ne fassent une croix comme ça. Et on construit la Bourse, un énorme temple dédié aux financiers et sur lesquels va travailler un certain Auguste Rodin. Oui, parce qu'Auguste Rodin a vécu très longtemps à Bruxelles et entre autres, il a travaillé sur des sculptures de la Bourse. D'ailleurs, il garde de Bruxelles un excellent souvenir, paraît-il. On va quitter le boulevard pour se rendre dans le quartier Saint-Géry. On fait vraiment des sauts dans le temps puisque Saint-Géry, c'est le lieu où Bruxelles est née. Donc on a des attestations de Bruxelles datant 8e, 9e siècle. C'est d'ailleurs Bruxella, donc ça signifie le pont sur le marais. C'est un endroit qui est assez marécageux. Bruxelles et ses environs, il y a énormément de ruisseaux, des marais qui existent d'ailleurs encore toujours. C'est pas pour rien que l'emblème de Bruxelles, c'est l'iris des marais. Et le quartier Saint-Géry, c'est un endroit qui est lui aussi normalement super vivant,
Et c'était une île. À l'îlot Saint-Géry. En fait, c'est vraiment là où était implantée Bruxelles. Ah, c'est tout début. C'était vraiment une toute petite île. Hein. Parce qu'il faut savoir que la Seine ici, elle coulait ici, plus ou moins. Par là-bas, ça faisait le tour et derrière. Et pourtant, on l'appelait la Grande Île. Et voilà, donc forcément, la Seine, on ne la voit plus. Et sur l'île Saint-Géry, on a construit cette grande halle au 19e siècle. Avant, c'était simplement une place. Et quand on voit les photos de la construction, c'est assez comique parce qu'il y avait une fontaine au milieu de la place. Et la fontaine n'a pas été détruite, mais on a construit le bâtiment autour de la fontaine. Maintenant, c'est un bar, un petit restaurant, c'est aussi un centre culturel où il y a pas mal d'expositions gratuites qui sont assez sympas. Et en même temps, ils brassent aussi leur bière. Et ici aussi, c'est Saint-Géry, c'est un endroit qui est normalement très festif, rempli de bars. Si vous venez à Bruxelles, il y a de fortes chances pour que vous veniez boire un verre ici, place Saint-Géry. Mais voilà, les halles sont fermées comme tout le reste. Nous allons prendre ici cette rue du pont de la Carpe, puisque forcément, vu que c'était une île, il y avait un pont. Où nous allons prendre une de mes rues préférées. Alors, nous y voilà. Hop, hop, hop. Le feu est rouge, donc je vais attendre. Alors voilà, enfin, ça s'est passé. La rue des Chartreux, qui est une très jolie rue, pleine de jolies boutiques, de très belles maisons, de cafés historiques, notamment celui-ci, le Greenwich, qui était le café où Magritte venait jouer aux échecs. Ah, ici, j'adore venir ici. Ils ont de très bons thés. Vous voyez, ce sont de très belles maisons bourgeoises qu'on trouve ici, à la rue des Chartreux. C'était une des voies d'accès de Bruxelles, puisque si on continue un peu plus loin, on va tomber, j'espère qu'on pourra le voir, sur un vestige du premier mur d'enceinte de la ville. Alors ici, je vous disais, on a des fresques BD. Ici, elle fait partie du parcours BD. C'est l'un des anges d'Isler. Si vous connaissez bien la BD, vous savez, Isler, c'est l'auteur de Bidouille et Violette, mais aussi de la saga Sombre, qui est culte. Et nous voilà. On fait attention. Si vous voyez, il y en a de très belles maisons qui ont gardé ici le caractère flamand. Il y a un mélange. Il y a des maisons
Ici, art déco, les classiques façades bruxelloises et puis le style médiéval flamand. Et si on peut le voir, j'espère, ici, normalement, passait le mur d'enceinte. Alors, je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur de ce magasin d'horlogerie. Moi, je le vois, mais je ne sais pas à cause du reflet. Mais il y a un morceau du mur qui est encastré à l'intérieur. Et à partir d'ici, c'était la campagne. C'était la fin de la ville. Donc, vous voyez, Bruxelles était toute petite pendant sa première enceinte. On va passer la deuxième d'ailleurs. La première enceinte de Bruxelles, il en reste quelques vestiges. La deuxième enceinte, pas trop, justement. Et puisque nous avons vu Manneken Pis, voilà, je vous présente Zineke Pis. C'est le chien qui fait pipi. Et si c'est un hommage rendu au chien bruxellois, Zineke, c'est un chien bâtard. Et Zineke, parce que passer ici la petite Seine, donc en flamand c'est la Zanneke, donc on a un peu, en bruxellois on dit Zineke, et par extension le Zineke, ça désigne aussi des personnes aux origines multiples, donc comme les Bruxellois. Les Bruxellois sont des personnes d'origine multiples. Donc évidemment, après cette première enceinte, on construit la deuxième, vu que Bruxelles grandit, jusqu'à la deuxième moitié du 19e siècle, où voilà, on est en plein essor de la révolution industrielle, et on commence à construire des usines, mais aussi des chemins de fer. Par exemple, ici, ce bâtiment, eh bien, c'était une ancienne gare de chemin de fer, mais pas pour les passagers, c'était pour le fret, ici. Et donc, dans cette partie de Bruxelles, on va trouver énormément d'anciens ateliers, des hangars, mais aussi des brasseries. Bruxelles en comptait énormément. Et il reste quelques vestiges de ces anciennes brasseries. Et donc c'est un véritable quartier d'usine qui va se développer ici, à la fin de la rue des Chartreux. La rue des Chartreux, en fait, on l'appelle ainsi parce qu'il y avait un ancien couvent de Chartreux, où ils avaient leur potager, etc. Maintenant, ce couvent a disparu depuis bien longtemps. Et nous avons la place des Jardins aux Fleurs, avec un très bon restaurant bien typique qui est juste ici, qui s'appelle le Spinnekopje. Ça veut dire dans la toile d'araignée. Et c'est vraiment très chouette. Si vous voulez tester un bistrot bruxellois vraiment typique, je vous le recommande. Alors je vous disais que ce quartier s'était industrialisé. Par exemple, ce bâtiment. Alors, ce bâtiment, il a une histoire particulière et une apparence particulière, vu qu'à l'origine, c'était une brasserie, la brasserie Van Doren, qui a fonctionné du milieu du 19e jusqu'à la fin du 19e, donc pas très longtemps. Elle sera rachetée par un industrialiste qui va un peu transformer tout ça et qui va faire, il va demander qu'on fasse des appartements à l'avant
Et le reste, ce sera des magasins. Et vous voyez, ici, nous avons du ciment, de la pierre bleue. C'est très, très joli. Et si vous regardez de l'autre côté, en tournant, par contre, on est sur la brique vraiment industrielle. L'architecte Hannes, c'était un élève de Paul Anka qui était avec Horta, l'un des maîtres de l'Art Nouveau. Anka était plutôt porté sur l'Art Nouveau géométrique plutôt que le style floral de Horta. Et maintenant, ce sont des appartements. Il y a une supérette qui est de l'autre côté. Mais ici, c'est maintenant un bâtiment qui est composé d'appartements. Alors, si vous regardez bien, là, tout en haut, on voit qu'il y a encore la cheminée de la brasserie. Alors ici, nous allons emprunter cette rue qui s'appelle la rue Notre-Dame du Sommeil. Parce qu'à l'époque, c'était un sentier de campagne ici. Il y avait une chapelle qui était dédiée à Marie et qui était censée guérir les gens qui avaient des problèmes de sommeil, comme des insomnies, etc. Et on a gardé le nom. Et ici, c'est comme je vous disais que Bruxelles n'a pas vraiment d'harmonie. Donc là, on a des constructions qui sont toutes récentes, des moches immeubles des années 60-70 et des maisons plus ou moins anciennes, mais encore bien dans leur jus. Ici notamment, c'est ce qui est maintenant la Manufacture, un très bon restaurant. Et ces maisons ici étaient les anciens ateliers de Delvaux, qui est une grande maison de maroquinerie, très 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 connue. Le genre de magasin où on n'affiche pas les prix. Mais ils ont déménagé il y a déjà pas mal de temps. Et cette rue, en fait, elle va nous mener hors de Bruxelles. Carrément. Vous voyez par là, dans le fond, cette tour, en fait, ça fait partie aussi d'une ancienne brasserie, la brasserie de l'Étoile. Elle a une tour qui est particulièrement, une cheminée, pardon, qui est particulièrement élégante, je trouve. Bruxelles comptait à l'apogée des brasseries environ 300 brasseries, et jusqu'à il y a quelques années qu'elles ont commencé à disparaître, il n'en restait plus qu'une, la brasserie Cantillon, qui existe toujours, qui brasse la gueuse, qui est la bière typique de Bruxelles. Mais finalement le mouvement de bière artisanale est arrivé, et maintenant je pense qu'il doit y avoir une douzaine ou une quinzaine de microbrasseries ici à Bruxelles, ce qui est quand même vraiment chouette. Et maintenant, dans cette brasserie, cette ancienne brasserie, c'est un théâtre flamand qui a installé ses studios, le Kai Theater. Donc il y a ses ateliers, et je pense qu'ils y font également des représentations de projets plus underground, puisque c'est plus petit.
Et ce que vous voyez au fond, en fait, nous arrivons tout doucement vers le canal qui marque les limites de la ville de Bruxelles et nous allons arriver à Molenbeek. Je vous laisse admirer un peu la jolie façade de la brasserie et sa tour, sa cheminée. Alors ici aussi, on a à nouveau un très joli bâtiment qui a été rénové avec sa poulie. C'était un hangar. Et ce bel ensemble, ici, en fait, ce sont des maisons ouvrières. C'est un peu comme une cité, quoi. On va dire, mais de la fin du 19e, début 20e. C'est quand même un sacré ensemble. C'est un des plus anciens logements sociaux de la ville, ici. Parce que forcément, avec toutes les usines qui existaient ici, il fallait bien loger ces travailleurs. Maintenant, très vite, Bruxelles n'étant pas extensible, on a commencé à regarder de l'autre côté, vers Molenbeek. Alors, pendant très longtemps, Bruxelles n'a eu qu'un seul canal qui allait jusqu'à Anvers, mais avec le développement des mines du charbon et de la sidérurgie, on décide au milieu du 19e siècle de construire un canal qui irait de Bruxelles jusqu'à Charleroi pour rejoindre donc le canal qui va à Anvers et donc pouvoir exporter et importer plus facilement. On construit le canal là où se trouvaient plus ou moins, ici de ce côté-ci, les murs d'enceinte de Bruxelles, ceux de la deuxième enceinte. Et de l'autre côté, c'était la campagne. Molenbeek, ça veut dire le ruisseau du moulin. C'était ce qui n'était qu'un village. On a commencé à se peupler parce que il y avait des terrains vacants. Donc on y a construit des usines, des hangars, enfin ça s'est industrialisé à très grande vitesse. Et en quelques années, Molenbeek, qui ne comptait que quelques milliers d'habitants, va en compter plusieurs dizaines de milliers. Et ici, on peut voir Molenbeek de l'autre côté. Et cet énorme complexe, c'est celui de la brasserie Bellevue, qui était une énorme brasserie, comme vous pouvez le voir, c'est tout ça. Sans doute un des plus grands complexes industriels de Molenbeek. Et maintenant, ça a été transformé. Donc ici, les premiers à s'installer, c'était le Meininger, qui est une chaîne d'auberges-hôtels allemandes dont la spécialité est justement de transformer des lieux industriels pour en faire un hôtel. Enfin, c'est un mélange entre hôtel et auberge de jeunesse, donc qui est vraiment super bien. Enfin, je trouve que si vous logez ici, je pense qu'ils ont les plus grandes chambres de tout Bruxelles. Là, on a le MIMA, qui est le musée iconoclaste des arts. C'est un musée d'art contemporain privé qui est vraiment excellent. Ils ont d'excellentes expositions. Il y a aussi un restaurant qui s'est installé là. Il y a des bureaux. Donc, bref, ça, c'est un bâtiment qui a vraiment bien profité de sa rénovation. Et Molenbeek, depuis l'industrialisation, ça a toujours été un quartier très populaire. D'abord, ce sont les ouvriers qui sont venus s'y installer. Puis très vite, on a commencé à y voir des vagues de migrants.
européens, par exemple des Italiens, certains qui venaient travailler, d'autres qui étaient des anarchistes ou des communistes qui fuyaient l'Italie d'avant-guerre. Et puis après la guerre, on a commencé aussi à avoir des immigrés qui venaient de plus loin, notamment à partir de la fin des années 60, puisque la Belgique avait conclu des accords avec le Maroc et la Turquie pour faire venir des travailleurs. Et les Turcs se sont plutôt dirigés vers la commune de Schaerbeek, qui est plus au nord, par là-bas. Et par contre, la communauté marocaine, elle, s'est plutôt installée à Molenbeek. Voilà. Coup de chance, vous venez de voir un de nos vieux trams. Alors, il faut savoir que ces vieux trams, je pense encore parmi les seuls qui peuvent franchir les pentes de Bruxelles, parce que certes, c'est la capitale du plat pays, mais Bruxelles est une ville très vallonnée. Et donc, pour pouvoir franchir les pentes, c'est quand même assez costaud. Et vous voyez, le long du canal, on a fait pas mal de street art. Ce sont des vrais gens, des Molenbeekois, donc qui ont été... ça a été, à mon avis, la technique, ça a été celle de la photocopie avant d'être colorisé. C'est assez sympa. Si vous aimez le street art, Molenbeek est un chouette endroit à visiter pour ça. Et j'espère, je regarde la montre en espérant qu'on ait le temps d'aller jeter un petit coup d'œil. Alors vous voyez, tout le long ici, on a mis évidemment des petits moulins, vu que Molenbeek, c'est le ruisseau des moulins. Je parlais de street art. Ici, on a une œuvre qui est assez interpellante. C'est une reproduction d'une peinture du Caravage, si je ne me trompe pas, qui représente le sacrifice d'Isaac par Abraham. Alors, on ne sait pas qui l'a fait. On a de très forts soupçons. Enfin, moi, pendant longtemps, j'étais persuadée que c'était Bonhomme. Mais apparemment, ça n'est toujours pas attribué. Bonhomme est un peu notre Banksy bruxellois. Sauf que on sait qui c'est, parce qu'un jour il s'est fait attraper par la police. Et c'est un des meilleurs artistes de rue qu'on ait. Et cette fresque, elle a été réalisée en une seule nuit. Et il l'a fait tout seul, cet artiste. Il y a quelque temps, un article est paru cite un livre qui avait été écrit sur cette fresque. Et pour l'occasion, c'était en début de cette année. Et pour l'occasion, il y a des photos qui sont sorties de la nuit où la fresque a été peinte. Donc, apparemment, l'artiste en question avait demandé à un copain photographe de se poster à un bon endroit pour pouvoir prendre les photos. Et c'est comme ça qu'on sait que la fresque a été réalisée en une nuit seulement. Alors, on va vite faire un petit tour par là. Comme vous voyez, il y a pas mal de travaux et pas mal de bruit. J'ai un peu zappé la partie bruyante pour vous montrer ici un coin bien sympa où on trouve pas mal de street art, notamment les crayons.
qu'on retrouve partout en ville. En fait, ces crayons, ils sont vraiment cool parce que au début, c'était des crayons qui ne faisaient rien. C'est simplement des crayons qui étaient dessinés, crayons de plusieurs couleurs. Et puis après, l'auteur ou les auteurs, on ne sait pas, on pense d'ailleurs que c'est un collectif, ils sont plusieurs à le faire, ont commencé à animer leurs crayons. On les trouve un peu partout en ville, dont ici. Cette petite rue, elle mène vers à nouveau une ancienne brasserie qui était la brasserie du Cheval Noir, et elle est pleine de street art en fait. Il y a de très chouettes choses. Et la brasserie du Cheval Noir, donc c'est devenu en partie un complexe d'appartements, mais c'est également une résidence artistique. Donc vous voyez ici, à la façade, c'est vraiment le style industriel, par ici aussi. Si on était de l'autre côté, on verrait qu'on a gardé la cheminée de la brasserie, mais là on la voit pas. Molenbeek est rempli d'espaces industriels comme ça qu'il faut rénover. C'est un quartier qui mérite franchement un peu plus d'attention, qui a énormément de potentiel aussi. Les gens se font souvent de mauvaises idées sur Molenbeek. On imagine que c'est une espèce de banlieue lointaine, mais en fait, c'est une vraie petite ville avec énormément de familles en fait. C'est ça, très jeune et qui n'est pas éloigné de Bruxelles. Vous avez vu, enfin, si j'avais marché en ligne droite depuis la Grand Place, ça m'aurait pris 20 minutes, même pas, un quart d'heure. Alors ici, cette façade, je l'aime beaucoup. C'est aussi une résidence artistique. Et là, on a vraiment tous les exemples de street art. On a du relief, on a du tag, on a du stencil, de la photocopie, du graphe et même du yam-bombing. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette visite. J'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à remercier Katou de m'avoir donné l'opportunité de vous faire découvrir Bruxelles. Merci à Katou. Et je vous attends. N'hésitez pas à envoyer un message à Katou si vous voulez plus de renseignements sur Bruxelles, etc. Et je vous embrasse. Ciao. Tac. See you later.